Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour, meilleurs vœux, je suis bien heureuse, n'importe quoi. Bien heureuse de vous retrouver sur le podcast. J'aurais aimé pouvoir vous faire profiter du gazouillis des oiseaux qui m'entourent. Je ne sais pas si ça s'entend quelque part à travers les écouteurs, je suis pas sûre. Voilà. Donc les oiseaux gazouillent, ils sont beaucoup moins tracassés que nous. Et ils ont l'air... Ils ont de la chance. Voilà, donc bonne année malgré tout. C'est complexe d'être en janvier 2022. On va pas s'éterniser dessus. Voilà, en tout cas, je suis super contente de pouvoir vous retrouver sur le podcast. Enfin, vous retrouver. Oui, enfin, je vous vois pas d'un autre côté, donc voilà. Mais en attendant, je suis heureuse de pouvoir avoir du temps aujourd'hui pour partager avec vous mes petites réflexions du matin. Voilà. Donc on est le 4 janvier. C'est mardi matin, il a plus des cordes ici, c'est boueux. Boueux, ma forêt est boueuse. Ça fait des semaines qu'il pleut des cordes, qu'il ne fait pas froid et que le terrain est très boueux. Voilà. Donc ça demande aussi un peu de motivation pour aller dans la forêt parce que c'est un peu glissant les terrains boueux. C'est rigolo, hier sur mon compte Instagram de photos, je partageais des mots en indiquant que le contexte donne du sens aux mots ou le sens des mots est donné par leur contexte. Donc voilà, c'est glissant, un terrain boueux. Dans le contexte actuel, je vous laisse l'interpréter comme vous voulez, mais moi je parlais juste de ma forêt en fait. Voilà. Alors ça, je crois que si vous avez entendu du 3-2-1, c'est parce que j'ai mis mon app de marche en forêt. Alors je crois qu'il y a le gars qui s'existe là pour me dire qu'il faut que je parte. Voilà, alors quoi vous souhaiter de beau pour cette bonne année, cette nouvelle année, cette année nouvelle, cet an 2022. Ça faisait un moment que j'y réfléchissais. C'est le cadeau que je voulais vous faire dans le premier podcast de l'année, c'est le cadeau à se faire à soi-même. C'est s'offrir du temps. Voilà, je voulais un peu explorer la piste de s'offrir du temps, de la solitude, du temps à soi-même, du rapport au temps seul avec soi-même. Je crois que ça a déjà été abordé un peu en diagonale dans d'autres podcasts. Et puis celui-là, je le voyais vraiment comme un cadeau de début d'année. D'arriver à comprendre le mécanisme et l'importance du temps pour soi seul. Alors je vois fleurir le truc tout discrètement pour le moment sur les réseaux. Moi j'aime bien lire un magazine qui s'appelle New Witch, les nouvelles sorcières, qui est un magazine a priori féminin, mais je trouve que même au masculin il peut se lire. Évidemment quand ça parle de sororité, tout ça, peut-être qu'un homme se sentira moins concerné, mais je trouve important aussi en tant qu'homme peut-être de voir où en sont les femmes aujourd'hui et quels sont leurs leitmotifs, leurs fils rouges, leur chemin, leur combat, tout ça. Voilà, et puis il y avait un article justement sur la solitude, le temps passé avec soi-même. Et ça faisait un moment que j'avais envie de l'aborder dans le podcast. Voilà, donc on va dire que là je surfe sur la vague. J'ai vu il y a des influenceuses là qui sont parties passer les fêtes seules. Alors moi je l'avais fait l'année dernière, ça, de passer les fêtes seules. Et puis d'ailleurs j'en ai commencé un manuscrit de bouquin qui dort dans mon ordinateur. Après avoir été déjà relu par
par plusieurs personnes en fait qui m'ont déjà apporté pas mal de corrections. Mais j'ai pas encore trouvé le courage de passer à l'étape au-dessus. Voilà, j'ai des petites pensées limitantes sur cet écrit. Il ressemble pas à ce que je voudrais qu'il soit. Donc pour le moment, il n'a pas passé l'étape de bon à être publié. Donc voilà, je voulais vous partager ça ici sur le podcast. Ça me semble souvent plus facile de partager mes chemins de pensée verbalement qu'à l'écrit. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, comment dire, j'ai dépassé mes limites peur en proposant un article à un magazine et voilà, donc j'ai pu écrire. Et c'est vrai que écrire m'a demandé une énergie de dingue. Pour moi, c'est pas si simple que ça d'écrire. Donc c'est un bon exercice. Donc c'est vrai que le format podcast me plaît pas mal justement pour la liberté d'expression. Surtout qu'après, comme vous le savez, je me réécoute pas et je coupe pas. Donc voilà, les mots sont posés et puis après, ils vivent leur vie. Du coup, s'offrir du temps à soi, la solitude. Par où commencer ? Déjà, j'entends tout à fait que pour beaucoup, nombreux, passer du temps avec soi-même, ça puisse être un chouïa anxiogène. Parce que passer du temps avec soi-même, ça s'entraîne en fait. C'est pas un truc où on se dit tout de suite allez zou, j'ai jamais fait, je pars 3 jours toute seule. Ça peut vite s'avérer être un échec. Ça s'entraîne, hein. C'est comme tout le reste. On commence avec des petits temps. Et puis on augmente petit à petit. Et surtout, ce qu'on appelle dans notre jargon la métacognition est super importante. Donc la métacognition, c'est du jargon de prof. Vulgarisé, on va dire l'introspection, la réflexion, le réflexif. C'est-à-dire que je fais et après j'observe ce que ça a produit. J'observe comment je me suis sentie, j'observe comment je me sens après, j'observe quelques jours après ce que ça a comme effet. Voilà, c'est ça la métacognition, c'est être capable de se placer en observateur de soi-même et d'observer, d'analyser, d'en tirer des conclusions, d'en faire une petite analyse. Donc le temps avec soi-même, voilà, ça s'apprivoise. Et il n'y a pas, une fois de plus, il n'y a pas une règle, quoi. Et là, je veux rester fidèle à moi-même, c'est-à-dire ne pas vous donner de recettes toutes faites. Alors je sais que beaucoup de personnes sont en attente de recettes toutes faites. Et moi, ça ne me convient pas de donner des recettes toutes faites. Parce que en tant que coach, quand on travaille avec une personne, on est là aussi pour casser les injonctions qui sont devenues des pensées limitantes. Mais si je casse les injonctions pour vous donner des injonctions, je ne vais pas être cohérente dans mon discours. Et moi, ça va me poser un gros problème en fait. L'absence de cohérence me pose problème. Donc j'ai bien compris en échangeant avec les personnes que j'ai déjà accompagnées, en faisant des petits feedbacks et tout ça, que effectivement l'absence de recettes peut peut-être vous manquer dans mon approche des choses, mais c'est quelque chose que je me refuse à faire. Parce que déjà, ce qui fonctionne pour moi ne va peut-être pas fonctionner pour vous. Et puis, par exemple, moi, le rapport au temps pour soi, je commence à bien me maîtriser. J'ai eu 45 ans il n'y a pas longtemps. Et on va dire que ça fait bientôt 45 ans que je le maîtrise. C'est quelque chose qui a toujours été extrêmement important pour moi, sans que j'en sois forcément consciente dès le début. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Je suis une hypersensible, ça tout le monde le sait, ça ne peut absolument pas le remettre en question. Pour tous les autres traits d'atypisme, pour le moment, on ne sait pas.
Voilà. Donc l'hypersensibilité, ça sent bien qui n'est pas, qu'on ne peut pas remettre en question. Et en tant qu'hypersensible, j'ai besoin d'énormément de temps, de solitude et d'absence de stimulation pour justement pouvoir être opérationnelle. En plus, je pense que mon enfance a quand même pas mal déterminé ce mode de fonctionnement. Parce que jusqu'à 7 ans, en fait, je vivais toute seule avec ma maman. Mon père était super loin sur ses bateaux. Et ma mère est une personne hypersensible qui a aussi énormément besoin de temps pour elle toute seule. Et du coup, on vivait toutes les deux dans le silence et le calme. Et il se passait pas grand-chose en fait. Et j'avais énormément de temps pour m'ennuyer et pour être créative avec mes objets. Et partir dans des créations de monde imaginaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Et puis après, dans le souvenir que j'ai moi, je dis pas que c'est la réalité, c'est juste le souvenir que j'ai moi. À partir du moment où la famille s'est installée de façon plus traditionnelle, on va dire, avec 2 parents dans la maison et 2 enfants dans la maison, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que le temps seul, je ne l'avais presque plus. Et en plus, on est parti à faire des activités familiales classiques et ordinaires, donc avoir des week-ends bien remplis, à courir après le temps. J'avais plein d'activités sportives. Enfin voilà, c'était pas le meilleur moment de ma vie. Et j'étais tout le temps en saturation. Tout le temps. Et là maintenant, au fil de la balade et des mots qui viennent, parce que je ne l'ai pas préparé à l'avance, je me dis que finalement le mal-être ambiant de l'adolescence, il devait être aussi largement dû à ce rythme effréné et qui était beaucoup trop lourd pour moi et à cette absence de temps pour moi seule. Et donc effectivement, j'ai en souvenir un bon nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui des meltdowns, des effondrements émotionnels. Voilà, d'avoir tenu toute la journée au collège ou au lycée, d'avoir fait le clown toute la journée au lycée, d'avoir fait rire tout le monde et de rentrer à la maison et de m'effondrer en larmes avec des pensées morbides, de passer de l'euphorie à la grosse dépression. Mais ça a un peu guidé toute la première partie d'âge adulte en fait, jusqu'à ce que je découvre le fonctionnement des personnes atypiques il y a une quinzaine d'années. Mais donc du coup, sans en être forcément consciente de ce besoin de temps seul, finalement il arrivait quand même régulièrement, un peu par obligation, de ces effondrements émotionnels. Et c'est bizarre d'être toute seule dans la forêt ce matin. Ouais, un peu par obligation d'effondrement émotionnel. Mais du coup, ça m'obligeait à passer du temps toute seule. Voilà. Et puis, il y a 15 ans, là, quand j'ai commencé à découvrir un peu plus près le fonctionnement des personnes atypiques, alors le chemin, il a été long et tortueux. Parce qu'il y a 15 ans, on n'avait pas les mêmes informations qu'aujourd'hui. Non, c'était il y a un peu plus de 15 ans. Ma fille a 16 ans. C'était avant qu'elle naisse, donc c'était à 17 ans. J'ai commencé à découvrir en fait que les personnes atypiques ont un grand besoin d'être seules. Et donc c'est quelque chose que j'ai commencé à privilégier. Et c'est vrai que je me suis toujours autorisée du temps pour moi toute seule jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Où l'organisation familiale avec la mentalité provinciale en France, j'ai le droit de le dire, c'était plus compliqué. Mais en tant que j'habitais à l'étranger dans un pays où l'équilibre homme-femme est un peu plus ouvert sur le bien-être de chacun, ça me permettait quand même régulièrement de laisser les enfants à leur papa à l'époque, prendre le train. J'adorais prendre le train toute seule, juste pour le plaisir de prendre le train, d'aller à Paris, voir des copines, prendre du temps pour moi. Et dans ce qui me ressource,
et que j'adore faire. Alors évidemment, il y a la marche en forêt, ça c'est récent. Avant, il y avait marcher au bord de l'océan, parce que j'habitais au bord de l'océan. Et aussi, il y a prendre le train. Alors ça, c'est waouh, ça c'est le top. Prendre le train avec un sac rempli de bouquins. Et dans un monde où il n'y a pas de masque et où on a le droit de manger et de boire dans le train. Voilà, non, ça c'était waouh, le plus. Prendre le train, j'adore. J'adore tellement prendre le train que pendant un temps j'ai habité à 18 heures de train de chez moi. Et il n'y avait même pas d'avion pour faire en plus court. Voilà, donc c'était vraiment... j'adorais ces trajets quoi. Ça c'était le top du top. Et encore maintenant, quand j'ai l'occasion de prendre le train pour aller à Paris, je suis frustrée, c'est trop court, ça dure qu'1h30. Et j'ai même pas le temps de savourer mon trajet en train. Je sais pas... Moi, ce que j'aime dans le train, c'est être allongé, la tête contre la vitre. Et autant, j'aime pas les bruits blancs. Vous voyez ce que c'est les bruits blancs? C'est tous les bruits d'appareils électroménagers. Donc, dans les bruits qui me font partir en cacahuète, il y a le bruit de l'aspirateur, qui est l'horreur. Le bruit d'une hotte électrique. Alors, celui-là, c'est même pas possible. Je pars en vrille au bout de 2 secondes. La VMC, c'est l'enfer. C'est même pas possible. Je peux même pas avoir une VMC dans ma maison. C'est l'horreur absolue. Et le pire du pire, c'est le bruit des radiateurs en fonte avec un circuit d'eau chaude là, vous voyez, le chauffage central là, avec les 2 radiateurs en fonte. Quand il y a l'eau qui fait la pression dedans là et que ça fait pshhh. Alors en vrai c'est pas si fort, mais moi ça me fait partir en cacahuète. Je sais pas, ça me comme ça là, ça fait ça explose quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Peut-être vous aussi il y a des trucs comme ça quand des bruits ou je sais pas. Ça, c'est inexplicable, vous partez en cacahuète quoi, c'est juste le truc insupportable. Mais, donc voilà, les bruits blancs, j'aime pas du tout les bruits blancs, mais le bruit du train, c'est juste mais le bonheur quoi. C'est limite le TGV va trop vite quoi. C'était les corails à l'époque, c'était trop bien. Et j'adorais la poser ma tête contre la vitre du train et puis lire pendant des heures. Ça m'est arrivé de lire 3 ou 4 livres sur un trajet pendant 18 heures, de l'autre côté on a un peu le temps. Et voilà, enfin des petites nouvelles, hein, du coup pas des gros bouquins, mais et ça c'était super. Donc juste trouver le prétexte pour prendre le train pendant des heures. C'est comme ça aussi que j'ai découvert que j'aimais prendre du temps toute seule. Alors c'était pas officiellement verbalisé comme étant je prends du temps pour ma pomme, c'était juste la joie de pouvoir prendre le train et de me réjouir à l'avance de pouvoir prendre le train. Et donc l'autre truc aussi que j'adore, quand j'ai pas des chaussures qui me font mal aux pieds, mais quoique au bout de quelques kilomètres elles me font systématiquement mal aux pieds, je suis très très sensible de mes petits petons, même avec des chaussures que je porte depuis des années. Mais d'un autre côté, je me dis que la sensation du pied serré dans la chaussure, comme mon sens proprioceptif est quand même pas très développé. Vous voyez ce que c'est la proprioception? Je crois qu'on a déjà parlé. C'est le ressenti de son corps dans l'espace. Mais comme beaucoup de profils atypiques, mon sens proprioceptif n'est pas très développé. C'est-à-dire que j'ai besoin de sentir mon corps serré dans les chaussures, serré dans la couverture pour dormir. Quand j'étais plus jeune, j'adorais me serrer dans mes vêtements, c'était vital. Là maintenant je n'aime plus trop. Voilà, donc mais la sensation de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres dans une grande ville, genre Paris, parce qu'il y a toujours des trucs à voir, parce qu'à Berlin ça n'a pas fait du tout le même kiff. J'ai pas aimé marcher des kilomètres et des kilomètres dans Berlin, parce qu'il n'y avait rien d'extasiant en fait, contrairement à Paris ou à Londres, où il y a toujours au niveau architecture, petits détails et tout. Je suis quelqu'un de très détailliste et j'aime les petits détails. Donc forcément Berlin c'est tellement grand, imposant, avec des grands immeubles qu'au final il n'y a pas de petits détails à regarder, c'est juste une sensation de gris tout le temps. Et ça m'a moins plu. Les boulevards sont trop immenses. Il y a 10 km entre 2 boutiques. J'ai rien à mettre dans mes yeux en fait. J'ai essayé plein de quartiers dans Berlin, mais j'ai pas trouvé de kiff en fait.
Alors que dans des villes anciennes, hein, comme Paris ou Londres ou Amsterdam ou Bruxelles, Bruxelles c'est moyen de bof pour déambuler dans les rues, parce que c'est pareil, on est vite dans du grand gris, ça a quand même été un peu détruit pendant la guerre. Après il y a des quartiers, là, il y a des maisons art déco qui sont magnifiques, mais je sais pas, c'est pas pareil. Moi j'aime bien détendre mes yeux avec des mini détails. C'est-à-dire passer dans des rues où il y a plein d'artisans avec des petits détails, quoi. Et ça, c'est mes yeux sont contents, mon cerveau aussi, c'est plein de petits détails. Voilà. Et ça, c'est super. Et là, je suis en joie. Le mieux, c'est en plus d'avoir un appareil photo et de pouvoir faire des photos insolites qui ne parlent qu'à moi. Mais voilà, ça, c'est mon kiff et c'est mon temps pour moi toute seule et j'adore. J'adore. Je suis Catherine, vous avez retrouvé la référence. Ouais. Après, dans les moments kiff toute seule aussi, par exemple pour mes 40 ans, j'avais la bande de copains là à La Rochelle qui avait fait une cagnotte. Ils pensaient que je partirais à l'autre bout de l'Europe en train. Et j'avais prévu avec ma cagnotte, je pouvais aller à Prague. Voir un concert de musique classique parce que dans ma bucket list il y a voir la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, voilà. Et donc j'avais trouvé tout ce qu'il fallait, les dates et tout, et c'était largement avant le Covid, parce que j'en ai 45, donc voilà, j'aurais pu y aller. Et puis en fait non, en fait je suis partie sur l'île de Ré à 15 km de chez moi, en thalasso pendant 3 jours. Pension complète, plusieurs soins par jour et toute seule. Et là j'avais tout le monde qui me disait mais ma mère, mes copines et tout qui étaient là, mais tu pars toute seule. Je dis mais ouais, mais c'est le kiff total quoi. Mais tu vas manger toute seule au restaurant de l'hôtel. Ah ouais, j'adore. Et en plus toute seule dans un endroit silencieux. Enfin j'ai vraiment mangé toute seule dans un endroit où il n'y a personne, ça ne me dérange pas. J'ai horreur des restaurants agités. J'aime pas entendre les conversations des tables d'à côté, ça me saoule. En plus c'est jamais intéressant les conversations des tables d'à côté. C'est toujours des espèces de futilités, là, des trucs dont tout le monde se fiche. Enfin visiblement non, les trucs qui m'intéressent, ça m'intéresse pas. Enfin voilà. Bref, j'ai un grand problème avec les conversations intéressantes. Non mais j'aime pas du tout entendre les conversations des gens à côté. C'est horrible. Donc j'aime bien pouvoir manger toute seule dans le calme. Et être en pleine conscience avec ce que je suis en train de manger là, ça c'est super. Et puis ne pas avoir à parler avec quelqu'un là, c'est reposant. Mais reposant. C'est dans les trucs qui me font péter des câbles aussi, qui font que j'adore être toute seule. Il y a toutes ces phrases que je supporte pas, qui sont des constats évidents de ce que je vois aussi. Genre, ah il fait beau aujourd'hui. Oui, j'avais remarqué, je vois pas trop l'intérêt de le prononcer, mais ça c'est moi, je veux dire, je vous juge pas, hein, si vous êtes dans ces propos-là et que vous trouvez ça intéressant, c'est juste que moi je n'y arrive pas. Voilà, ou il pleut. Oui, ça fait juste 3 jours qu'il pleut, mais bon, à part ça tout va bien. Et ça c'est pareil, je pense que c'est à peu près à même hauteur que la hotte dans une maison pour me faire partir en cacahuète. Donc maintenant j'ai appris que c'était normal entre êtres humains de partager ce genre de propos, donc j'arrive à respirer et me dire que l'autre a peut-être probablement besoin de prononcer une phrase banale pour pouvoir enclencher sur une conversation dite plus intéressante par mes critères, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal. Donc pouvoir partir 3 jours toute seule sans avoir besoin d'échanger avec personne, mais ça c'est le kiff, mais maximum quoi. J'ai pas besoin de faire de compromis, il n'y a pas quelqu'un qui est dans mes pattes à pas être d'accord avec moi ou qui aime pas ce que... Voilà. C'est comme aller au cinéma, j'adore aller au cinéma toute seule parce que j'ai pas besoin de supporter la personne à côté qui va me parler pendant... Même si c'est mes enfants, j'aime bien être dans mon film et j'aime pas qu'on me parle. Et puis j'aime pas parler à chaud des films que j'ai vus. Alors j'aime bien aller au cinéma toute seule. Enfin ça c'est dans un monde sans Covid. Et après pouvoir aller en discuter plus tard, 2-3 jours après, 1 mois après, avec une copine, un ami qui aura vu le même film. Et alors là on peut en discuter à froid. Mais à chaud là ça me gonfle, sortir du cinéma et... Ah j'aime pas.
Donc voilà, le temps pour moi toute seule, c'est au final c'est plus qu'un cadeau, c'est vraiment un mode de survie quoi. J'ai besoin de ces bulles toute seule pour me ressourcer. Parce que justement, quand je suis toute seule, je ne suis pas en hyperstimulation sensorielle et intellectuelle. Et mine de rien, et c'est là où ça bloque pour bon nombre de personnes pour passer du temps seul, c'est que j'aime bien entendre ma petite voix. Voilà. Et je sais que pour beaucoup, et c'est ce qui était mentionné dans cet article là, de New Witch, c'est le rapport à la petite voix. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui font tout pour taire leur petite voix, parce qu'ils la supportent pas. Et moi je l'aime bien, ma petite voix en fait. J'aime bien l'écouter. Voilà. Dans les grands kiffs aussi de trucs que j'aime faire toute seule, c'est... alors j'adore marcher en montagne. Je suis pas rapide. Je suis pas dans la performance du tout. Alors pas du tout. Mais j'adore marcher ultra lentement. Quand ça monte, je suis en général très lente. Pas quand il fait trop chaud, parce que quand on transpire, c'est pas agréable. Et j'aime bien justement avoir la pensée qui se déroule à la lenteur, au rythme de lenteur de mes pas dans la montagne. Et ce que je déteste, c'est quand il y a un marché avec quelqu'un, oui, why not, mais quand on me parle. Et ça, c'est juste insupportable, surtout si c'est pour me dire « Oh, regarde là-bas !» Oh, regarde là-bas. Et alors là, on est en train d'interrompre mon chemin de pensée toutes les 2 secondes pour me dire des trucs que je vois et que j'ai vus et que j'ai essayé d'inhiber. Alors l'inhibition, je pense que ça fera partie d'un prochain podcast parce que ça, c'est un concept complètement nouveau. Je connaissais le mot inhibition, comme tout le monde, mais l'inhibition en tant que fonction exécutive du cerveau, ça, c'est un truc que je ne connaissais pas et j'en ferai un épisode à part. Mais voilà, ce que je vois autour de moi, je le vois et j'essaie d'inhiber tout le ressenti sensoriel justement pour être vraiment connectée avec ce qu'il y a à l'intérieur, avec ma petite voix, avec les sensations de mon corps, puisque mon sens proprioceptif étant peu développé, j'ai besoin de ressentir mes pieds qui touchent le sol, l'air que je respire, la douleur du sac à dos sur mon dos, enfin voilà, j'ai besoin de sentir tout le ressenti vraiment physique de ce que je suis en train de faire quand je suis seule. Et si j'ai à côté de moi quelqu'un qui n'arrête pas de me parler pour me montrer tout ce qu'il y a à voir, que je suis en train de voir et que j'ai envie juste d'inhiber, c'est-à-dire de ne pas rendre actif dans mon cerveau, mais de laisser ça au stade de paysage, de fond d'écran, on va dire. Si on veut comparer, ce que je vois, c'est le fond d'écran de mon téléphone. Et moi, j'ai envie d'utiliser une application bien précise qui va être la pleine conscience, le ressenti, le sens proprioceptif, d'être vraiment en vie, de me sentir en vie à l'intérieur de moi. Et si j'ai quelqu'un à côté qui est toutes les 2 secondes en train de pointer du doigt ce qu'il y a à voir, en fait ça me dérange dans mon chemin, on pourrait dire méditatif. C'est sciemment que je n'utilise pas de termes trop techniques par rapport à la pleine conscience, la méditation et tout ça. Mais voilà, pareil, c'est une prise de conscience qui s'est faite il y a quelques années, c'est que finalement la méditation, je la maîtrise toute seule depuis très longtemps. Ça, c'est une prise de conscience que j'ai faite quand j'étais enceinte de ma 3e fille et j'avais fait une préparation naissance en hypnose. Et finalement, la sage-femme qui m'a accompagnée m'a dit « Mais tu maîtrises l'auto-hypnose, mais naturellement. » Elle me dit « Finalement, tu n'avais pas vraiment besoin de moi parce que c'est quelque chose d'inné chez toi. » Voilà, donc j'ai l'habitude d'être en auto-hypnose. Donc ça c'est pareil, si ça vous intéresse, faut pas hésiter à me le dire. Vous me mettez un petit mot, un petit message, un petit mail. Vous allez sur le compte Insta, Jardin des Talents. Un petit mail, jardindestalents@gmail.com. Il y a LinkedIn, mon nom, Marie Sureau. Il y a Twitter, avec Zébulbul, Marie Sureau aussi. Il y a le Facebook, le Jardin des Talents. Voilà, vous avez plein de moyens de me joindre. Vous m'envoyez un petit message, vous me dites « Ah Marie, l'auto-hypnose, ça m'intéresse. » Ok, let's go, on y va. Donc du coup, voilà, l'auto-hypnose, c'est un truc que je maîtrise depuis longtemps toute seule sans le savoir. Et du coup, on a posé un mot sur ce truc-là. Et donc, quand je suis en train de faire un truc toute seule,
Et le temps qu'on s'offre à soi-même tout seul, en fait, c'est d'arriver à atteindre cet état d'auto-hypnose où on est tellement dans la pleine conscience de ce qu'on est en train de faire qu'on le vit à 200% et on est capable de ressentir toutes les sensations physiques et sensorielles. Et c'est pour ça que c'est un cadeau qui est important pour soi. D'autant plus quand on est en suspicion de profil atypique. Parce qu'en fait, le monde est une telle agression autour, le monde va tellement à contresens de ce que l'on est, surtout chez les hypersensibles, c'est une telle agression du quotidien que finalement, pouvoir se recentrer à l'intérieur de soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Alors le rapport à la petite voix, il est complexe, parce que souvent la petite voix, c'est pas souvent, c'est tout le temps, en fait, on la contrôle pas. Elle n'a pas de censure et on ne peut pas contrôler ce qu'elle va dire. Et parfois, la petite voix dit des trucs qui dérangent, qui mettent mal à l'aise, gênants, perturbants, tracassants. Voilà, elle dit plein de choses. Et j'ai envie de dire, c'est comme plein de trucs. Plus on va être en résistance, et moins ça va marcher. Plus je vais être en résistance contre ma petite voix, et moins je vais pouvoir l'accueillir et l'accepter et l'entendre ou lui passer à côté. Et finalement, ce rapport à la petite voix, ça sera peut-être la seule injonction entre guillemets que je vais vous donner sur ce podcast, c'est d'apprendre à l'accepter. Et je pense que le rapport à soi, il devient plus positif le jour où on laisse sa petite voix dérouler son chemin de parole. En fait, il y a un truc qui m'a marqué dans mes cours de coach, c'était vraiment cette image. Dans ma tête, je peux faire ce que je veux. Personne ne pourra venir soulever le couvercle pour aller voir ce qui se passe dans ma tête et juger. Ce qui se passe dans ma tête, ça relève de la plus grande intimité. Et personne ne peut venir juger ce qui se passe dans vos têtes. Et si votre petite voix, elle a des propos qui sont politiquement incorrects, socialement incorrects, sexuellement incorrects, intellectuellement incorrects, enfin tout ce qui relève du non correct pour la société, c'est votre petite voix. Elle a le droit de le dire, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec elle. Parfois ma petite voix, elle dit des trucs monstrueux. Mais vraiment, monstrueux de chez monstrueux, où je me dis, mais enfin Marie, comment est-ce qu'on peut penser à un truc pareil ? Seulement, j'ai une capacité d'inhibition, une grande capacité d'inhibition. Donc, l'inhibition reviendra dans un autre podcast. Et cette capacité d'inhibition fait que je suis en capacité à ne pas dire à voix haute ce que je viens de penser toute seule dans ma tête. Et c'est là où on atteint un niveau d'éthique et de déontologie. C'est-à-dire que ma petite voix, j'ai le droit de lui laisser penser ce qu'elle veut. Je ne vais pas lui mettre de censure sur elle. Elle a le droit de s'exprimer. Elle a le droit de trouver des choses parfaitement injustes. Elle a le droit de trouver des choses parfaitement dégueulasses. Elle a le droit de fantasmer sur des trucs immondes. Mais par contre, j'ai le droit d'avoir recours à ma raison quand après je suis face à d'autres gens et de ne pas exprimer cela et de rester dans du socialement correct. Mais dans ma tête, j'ai le droit de faire ce que je veux. Personne ne va me l'empêcher. Et à partir du moment où j'accepte que ma petite voix puisse partir dans tous les sens, après je peux la guider aussi. Je peux lui dire hop. Ça j'aime pas trop. Je préfère quand on va là-bas. Allez, viens avec moi petite voix, on va aller plutôt là-bas. Et si parfois votre petite voix elle vous donne envie de pleurer, pleurez. Si parfois votre petite voix elle vous met en colère, soyez en colère. Elle n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et je suis profondément convaincue que si on ne laisse pas sa petite voix intérieure s'exprimer comme elle en a envie, si on ne l'écoute pas,
c'est là qu'on va fabriquer tout un tas de maladies, de psychoses, de névroses, de refoulés, d'interdits, et qu'on va devenir complètement pas bien, quoi. Mais à partir du moment où je laisse les idées passer et que je les retiens pas, c'est-à-dire que si j'ai une idée qui me dérange, qui passe dans ma tête, dans ma petite voix, je suis pas obligée de m'arrêter dessus. Je suis pas obligée d'en faire tout un pataquès. Je suis pas obligée de garder cette image en main et de l'emmener chez quelqu'un et lui dire « Oh, t'imagines, l'autre jour j'ai pensé à ça et je suis complètement choquée que ma tête ait pensé à ça. » Par contre, je peux me dire « Ah ouais, ma petite voix elle a pensé à ça. Bon, bah elle fait bien ce qu'elle veut, mais moi ça me convient pas. » Et quelque part, heureusement que la petite voix elle a encore cette liberté. Heureusement que la petite voix, elle a encore le droit d'exprimer tous les possibles et que nous, avec notre raison, on est capable de discerner ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut jeter. C'est quand même le meilleur marqueur de la grande liberté que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes, c'est que la petite voix puisse être libre. Donc finalement, quand on s'offre du temps de solitude pour soi-même, si la petite voix est là et qu'on la trouve gênante, de peut-être inverser la caméra, et ça on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est changer l'angle de vue. C'est arriver à ne plus se dire oh, elle est honteuse ma petite voix, mais de se dire waouh, je jouis d'une grande liberté là. J'ai encore un cerveau qui est capable d'imaginer mille et un trucs. Mais après, je vais user de ma raison à moi, de ma capacité d'inhibition à moi, pour garder ou jeter ce que j'ai envie de garder ou de jeter. Et finalement, plus on va s'entraîner à être dans la solitude et à laisser dérouler le fil de la petite voix dans sa tête, comme un fil d'une pelote de laine, on va le laisser se dérouler, et plus on va se rendre compte que finalement c'est bien pour soi, c'est positif, ça fait du bien. J'ai pris du temps pour moi, je suis allée dérouler mon fil, j'ai tout est sorti en pagaille, là, paf, paf, paf. Il y a des gens qui font ça dans le sport. Pour qui faire du sport c'est l'occasion justement d'avoir tout un tas d'images mentales qui sortent. Moi pareil, quand je fais du sport, j'aime pas parler avec quelqu'un parce que c'est vraiment un moment où j'ai besoin d'être là et de laisser les vidéos sortir de ma tête, quoi. C'est un moment privilégié avec soi-même où on peut rejouer des scènes sous différents angles, avec différents protagonistes, avec différentes façons d'avoir terminé cette scène justement. C'est un moment où on peut tout imaginer, tous les possibles. C'est un moment où on peut laisser la liberté intellectuelle aller dans tous les sens, s'imaginer être qui on a envie d'être. Et après, le retour dans la réalité, parfois peut être douloureux, parce que pendant ce temps seul, on s'est fait waouh, des super montagnes, des super fantasmes, on retourne dans la réalité et ça marche pas comme on voulait. Mais finalement, d'avoir eu le luxe, la joie, le bonheur, d'avoir laissé son âme, son esprit, j'essaie d'utiliser les bons mots, mais c'est pas évident, partir dans tous les sens pendant ce temps d'introspection, ou de, non pas d'introspection du coup, dans ce temps de liberté mentale, et ben en fait c'est comme si on faisait des demandes à l'univers régulièrement. Vous voyez ce que c'est, les demandes à l'univers? C'est quand on veut vraiment faire quelque chose, et ben on fait une demande à l'univers. L'univers infini, j'aimerais, non je veux, avec un vœu vraiment bien défini. Alors il y a des gens qui le pratiquent de différentes façons, soit de façon mentale, d'autres qui l'écrivent sur un papier, d'autres qui font, voilà, chacun fait comme il veut. Mais finalement, ce déroulé de pensée, cette liberté intellectuelle, eh ben, on se projette sur des choses. Parfois, c'est des choses hyper ambitieuses, hein, mais vraiment hyper ambitieuses. Et quand on vient à la réalité, souvent c'est douloureux, parce qu'on se dit, mince, finalement, j'aurais pas dû rêver autant, parce que là, j'ai mal, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à atteindre ce que je me suis mis en tête. Deuxième injonction du podcast. Le petit lapsus. Et justement, et si de rêver grand, et si de laisser ma petite voix rêver grand, est-ce que c'est pas justement un guide, ce que j'appelle l'intention initiale?
Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, il y a plein de gens qui l'appellent comme ça. Du coup, là, voilà, je marche tout seul, je cours tout seul, je nage tout seul. Je fais un truc où je suis tout seul, dans ma solitude, dans mon temps à moi. Je suis pas convaincue d'aller chez le coiffeur ou de se faire une manucure, que ce soit du temps pour soi qui soit très constructif, parce qu'on est forcément en échange avec quelqu'un. Et en plus, en ce moment, on a un masque sur la tronche, et donc on peut pas respirer toute l'oxygène dont on a besoin. Mais quand je suis dans ce moment avec moi tout seul, avec moi toute seule, dans un truc que j'aime faire toute seule, en pleine conscience de ce que j'ai envie de faire toute seule, tout seul, je me fixe des intentions premières. Je me fixe des sommets d'Himalaya à gravir. Après, à moi, quand je retourne dans la réalité, de bien comprendre que le sommet de l'Himalaya que je me suis fixé, je ne vais pas pouvoir l'atteindre tout de suite comme ça. Clairement, à mon rythme de marche, avec ma condition physique et mon âge de 45 ans, et puis les dégâts causés suite à une blessure à la cheville et à l'inactivité physique depuis plusieurs mois, je ne suis absolument pas en capacité à monter l'Himalaya tout en haut. Par contre, je peux planifier des choses qui seront des étapes intermédiaires. Donc, je pars seule, je laisse mon fil de parole dans ma tête, je laisse vivre, je le laisse libre, je le laisse s'exprimer. Je reviens à la réalité, je sens la douleur qui arrive de ne pas réussir à atteindre ce que je m'étais fixé dans... Enfin, mais c'est même pas fixé en fait, c'était juste dans ce que beaucoup appelleront dans mes délires à voix haute ou dans mes délires dans ma tête ou voilà. Et quand je sens cette douleur et que je sens que c'est de la souffrance de prendre conscience que bah non finalement c'était peut-être trop ambitieux, d'arriver à fixer des sous-étapes, à me dire ok, on va prendre un exemple concret. Promis, vous foutez pas de moi. Quand je pars marcher comme ça toute seule, je me prends à rêver que oh non, j'ose pas. Bon, allez, je me jette à l'eau. Je me prends à rêver que j'ai écrit un bouquin et qu'il a été bien lu et que du coup après il a un petit succès et que je suis amenée à parler avec des gens et à présenter le contenu du bouquin et à partager ma pensée avec d'autres et tout ça. Voilà, ça c'est mon petit secret. Alors c'est un secret pour pas grand, enfin pour beaucoup, enfin, je sais pas. Mais ceux qui me connaissent depuis que je suis ado savent que j'ai toujours rêvé de pouvoir écrire un bouquin. Et malgré mes 45 ans, je n'ai toujours pas écrit mon bouquin. J'en ai écrit plein de débuts, mais aucun qui est encore prêt à être publié. Donc je sais pas si j'arriverai à le faire un jour. Voilà. Après, je retourne dans la réalité. Et puis la réalité, c'est l'anxiété sociale. Tiens, j'en ferai un podcast aussi, ça je pense. L'anxiété sociale. Avoir peur, d'oser exprimer en public ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête. Ok. Avoir peur du jugement des autres. Ok. Dans mes pérégrinations intellectuelles, je suis allée très loin dans les livres que j'ai écrits. J'en ai pas écrit qu'un, j'en ai écrit plein. Et là, retour au terrain, ouais, mais je vais faire de la peine à des gens qui me sont proches. Ça va me couper de mon entourage. Voilà, donc souffrance. Et puis après, il y a la page blanche. La page blanche. Voilà. Après, il y a j'ose le faire, et puis ça me plaît pas, et puis je m'énerve, et puis ça va pas. Ok. Il y a peut-être des situations qui vous parlent, je sais pas. En fait, décomposer cette étape d'écrire un bouquin en sous-étapes, c'est dans un premier temps oser contacter un rédacteur en chef d'un magazine qu'on apprécie pour lui proposer ses services pour un article et finalement se retrouver avec une double page avec sa photo et son nom dedans. C'est pas mon Himalaya, mais on est déjà en train de préparer les bagages pour partir au Népal. Voilà. Maintenant, je fais une deuxième démarche équivalente à réserver les billets d'avion, quoi. Voilà, donc je ne vous la dévoile pas pour le moment, on verra si elle trouve une réponse positive. Et si jamais elle devait trouver une réponse négative, est-ce que ça doit m'empêcher de réitérer
la tentative de réserver des billets d'avion. Non, je ne pars pas au Népal et non, je ne vais pas réserver de billets d'avion. J'ai peur de l'avion, je déteste l'avion. J'ai des convictions écologiques qui m'empêchent de prendre l'avion. J'ai 1000 raisons qui m'empêchent de prendre l'avion. Donc non, je ne pars pas au Népal. C'est une image, une métaphore. Donc, si cette deuxième étape trouve une réponse négative, est-ce que je dois m'empêcher de la réitérer ? Non. Mais par contre, je peux recommencer un autre jour, une autre heure, une autre compagnie, un autre truc, voir et rester dans mon intention initiale, mon intention première qui est un jour de pouvoir écrire un livre. Mais pour pouvoir écrire mon bouquin, j'ai besoin de ressentir une force, d'être portée en fait, de me sentir portée, d'avoir la sensation que ce bouquin il est attendu, qu'il pourrait plaire à des gens, qu'il y a des gens qui auraient envie de le lire, que peut-être que ce que j'ai à dire ça pourrait intéresser des personnes. Alors déjà là, quand j'ai partagé mon petit article avec des personnes autour de moi, j'ai reçu une réponse qui m'a dit « Waouh, super article, vivement le bouquin ». Ah ben ça porte déjà. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai été capable de faire la deuxième étape. Donc de relancer une demande pour un autre truc. Je sais pas si vous voyez, si c'est clair en fait. C'est je pérégrine dans mes moments de solitude. Je laisse mon esprit divaguer. Je le laisse imaginer 1001 choses. Et puis, avec ma raison, je garde que ce que j'ai envie de garder. Je reviens dans la réalité et je note que la réalité peut être douloureuse. Parce que dans la réalité, ça ne se passe pas comme dans ce que j'ai imaginé en laissant ma petite voix parler toute seule. Eh bien, c'est pas bien grave. Je ne me laisse pas envahir par cette souffrance. Je décide que cette souffrance va devenir fonctionnelle. Que ma petite voix n'est pas complètement déraisonnée et irraisonnable, qu'elle peut me porter à justement atteindre un objectif. Et puis surtout, quand je laisse ma petite voix libre de s'exprimer, quand je suis confrontée à des personnes qui ont des propos négatifs, comme on m'a dit la semaine dernière, « Marie, enfin, il est temps que t'arrêtes tes conneries !» Je dis « Quelles conneries ?»« Mais tous tes trucs, à quoi ça te sert là, de tout le temps faire des études, de tout le temps aller apprendre des choses ? Faut que tu vives un jour !» Je dis « Mais je vis !» « Mais non, tu vis pas, tu fuis la vie !» Je dis « Bah non, je fuis pas la vie, je suis bien dans ma vie comme ça. Moi ça me plaît, j'ai un objectif. » « Mais ton objectif, c'est de la merde, il faut vivre dans la vie !» Et la personne ne m'a même pas demandé ce qu'était mon objectif. Écrire un livre un jour. Et si je veux pouvoir écrire un livre, moi je me connais depuis que je suis toute petite. J'ai besoin qu'il soit sourcé, avec des références. J'ai besoin qu'il soit concret, cartésien, pragmatique. J'ai pas envie de m'engager dans l'écriture d'un énième bouquin qui sera juste basé sur l'intuition et qui n'aura rien de scientifique pour l'étayer. J'ai vraiment besoin qu'il s'appuie sur du scientifique. Et c'est pour ça que mon DU en neuroéducation, il me plaît. C'est parce qu'on est tout le temps appuyé sur des études scientifiques. On travaille en anatomie, en biologie, on travaille sur base d'IRM. Voilà, c'est mécanique. C'est pas juste mon intuition. Après, je me rends compte qu'il y a des choses qu'on fait intuitivement, qu'on arrive à prouver par l'IRM. Mais j'ai besoin de pouvoir sourcer mon truc. J'ai besoin de pouvoir me dire que ça, si je l'écris, c'est parce que quelqu'un, quelque part, a fait des recherches là-dessus et que c'est scientifiquement prouvé. Je suis pas quelqu'un qui va se lancer et qui va dire alors moi je crois et voilà. Je me suis jamais basée sur des croyances. J'essaie toujours d'appuyer mes raisonnements sur des fondements scientifiques et c'est pour moi hyper important. Donc effectivement, j'ai besoin d'approfondir mes connaissances. Je veux écrire un bouquin, mais je veux aussi reprendre des études de psycho où l'idée est apparue hier de peut-être pas biologie peut-être. Je sais pas. Je me suis dit finalement, toi qui as besoin de fondements scientifiques, peut-être plutôt que de faire psycho, ce qui était ton premier choix depuis que tu as 18 ans et que tu n'as toujours pas pu faire tes études de psycho pour devenir psychologue, je me suis dit peut-être pourquoi pas des études de biologie finalement, pour pouvoir après aller faire de la neurobiologie et être vraiment dans le scientifique, le purement scientifique. Et ça m'intéresserait. Et voilà, et j'ai laissé ma petite voix parler.
j'ai laissé ma petite voix parler. Parce que là, ça va faire 10 ans que je cherche à reprendre des études de psycho et que ça ne fonctionne pas. Donc dans ma vie, je me dis toujours que s'il y a un obstacle et que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas le bon chemin. Alors parfois, j'ouvre des chemins à côté. Alors après, en face, on me regarde et on me dit « Tu t'éparpilles, tu t'éparpilles !» Et je dis « Non, je ne m'éparpille pas. Mais pas du tout, vous n'avez pas compris comment je fonctionne. Je ne m'éparpille absolument pas. Tout est cohérent. » Et là, on me répond « Mais oui, quand on t'écoute, tout est toujours cohérent. » Et je dis « Mais oui, tout est toujours cohérent. Moi, j'ai qu'un seul but dans ma vie. Un seul. C'est pouvoir écrire un ouvrage sur la relation parent-enfant et comment l'enrichir. C'est tout. Voilà. Ou l'adulte-enfant. Enfin, un truc sur les enfants, quoi. Parce que je trouve que les enfants, globalement, dans le monde, sont relativement maltraités. Et que quand les enfants sont maltraités, ils ne peuvent pas devenir des adultes épanouis. Après, quand je pars dans mes marches solitaires, je pars dans des questionnements philosophiques. L'être humain a-t-il vocation à être épanoui quand il est adulte ? Je ne sais pas, vous avez 4 heures. Mais en attendant, ça c'est mon truc. Et tout tourne autour de ça. Tout ce que je fais tourne autour de ça. Il n'y a rien qui ne tourne pas autour de ça. Tout va là-dedans. Voilà. Je ne sais pas bien si j'ai une conclusion. Allez, si, je vais en faire une. Quand j'ai lancé le cabinet de coaching, je l'appelle cabinet même si c'est juste mon écran d'ordinateur à ma maison, mais ça s'appelle un cabinet, que j'ai eu envie de partager le podcast, je m'étais fait des grandes représentations sur ce que ce serait et sur le côté marketing et commercial. Je me suis essayée à faire des petites vidéos, mais alors c'est pas mon truc. En plus ça prend un temps fou et puis si vous avez déjà écouté l'épisode sur le trouble de l'attention, en fait tout ce qui me prend du temps me fait perdre du temps et j'aime pas perdre du temps. Voilà, ma définition de perdre du temps, c'est un truc qui m'empêche de faire ce que j'avais envie de faire. C'est un truc qui m'empêche d'accéder à mon intention première. Et alors enregistrer la vidéo c'est sympa, c'est rigolo, mais après c'est toute la post-production là, de mettre un générique, mettre des trucs, des machins, le logo, un effet, une musique, réécouter, couper, publier, ça prend 24 heures pour que YouTube te publie une vidéo de 10 minutes quoi. Donc j'y arrive pas. Le nouveau format sur Insta, là, les réels, faut être belle, faut être bien maquillée, faut être bien habillée, avec des couleurs qui vont avec le fond du mur. Faut que la maison soit rangée. J'en pleure d'avance. Non, ça c'est juste pas possible. Faut être seule aussi dans sa maison pour pouvoir faire ça. Moi, il y a toujours du monde chez moi. Et puis alors, si je demande d'être toute seule, il y a toujours des ricanements derrière la porte. Donc du coup, c'est vrai, j'ai opté pour le podcast, qui est super pratique, parce que vous voyez pas ma trombine, ni ma dégaine. Enfin, vous savez que je suis en forêt, hein, donc je suis pas en mode influenceuse maquillée, chaussures à talons. C'est une poule de source, je pense. Ça me demande peu de temps de post-production, hein, parce qu'après, hop, j'envoie mon fichier audio, j'ajoute le petit jingle au début, je publie sur l'interface, ça me prend, en arrivant à la maison, 15 minutes. 15 minutes, c'est le maximum que je peux accorder à une perte de temps. Ah oui, parce que j'ai enregistré mon truc, et après, il faut que ce soit directement en ligne, et pour que je puisse faire autre chose, hein, parce que 15 minutes, ça me fait perdre du temps. Voilà, donc ça c'est le maximum. Ensuite, j'ai aussi opté pour une transparence qui plaît ou qui plaît pas. Voilà, mais j'ai pas envie de me déguiser en Wonder Coach, parce que ça c'est pas mon truc.
On dira que j'ai peut-être une approche beaucoup plus intellectuelle du truc, sans vouloir mettre le mot intellectuel au sens de prétentieux, mais d'intellectualiser le truc. Et voilà. J'ai fait le choix de ne pas accompagner une masse de gens en même temps parce que je veux être pleinement disponible pour chaque personne. Voilà. Donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entretien téléphonique pour quelqu'un qui était peut-être intéressé. J'ai peut-être été trop honnête. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais pas envie de mentir et de me faire passer pour ce que je suis pas. Après, on me reproche mes tarifs qui sont pas assez élevés. Mais comment vous dire ? Mon rapport à l'argent est très complexe et déjà la démarche d'être rémunéré, potentiellement rémunéré, pour faire quelque chose qui me semble être juste de l'humain, ça me dépasse déjà tellement qu'aller demander un montant exorbitant, j'y arriverai pas. Comment dire ? Ça va être compliqué. Alors voilà, du coup, comme on me reproche des tarifs pas assez élevés, c'est l'absurdité du monde dans lequel on vit. On se dit que je vais pas être efficace. Et après, l'autre truc aussi, c'est que je me rends compte que je suis tellement efficace que finalement, avec certaines personnes, il y a des trucs qui vont trop vite. Et du coup, ils n'ont même pas le temps de se rendre compte que c'est le travail qu'on a fait qui a permis d'aller là où ils sont. Alors, ça, c'est un peu frustrant, je dois le dire. Parce que du coup, il y a plein de trucs qui se sont débloqués, décoincés, qui ont avancé. Et en fait, comme c'est allé vite, la personne n'a pas le temps de prendre conscience que c'est le travail qu'on a mené ensemble qui a permis d'arriver là. Alors ça, je le vois bien. Et je cherche à le réguler. Mais je vois pas bien comment rester moi-même en travaillant plus lentement. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Et donc, voilà, il y a des jeunes, par exemple, que j'ai vus 2 fois. Et je sais qu'au bout de 2 fois, ça a suffi, en fait. Et j'aurais pu être moins efficace pour créer une espèce de dépendance, un espèce d'abonnement pour qu'ils reviennent et qu'ils reviennent. Mais j'ai pas envie. C'est pas... Ça serait pas intègre de ma part. Et voilà. Donc c'est des questionnements autour de tout ça. Voilà. L'anxiété sociale, j'arrive à la dépasser dans le cadre du podcast. Je ne vous dis pas que c'est simple. C'est aussi pour ça que je pense que je vais en faire un épisode dédié sur l'anxiété sociale. D'un côté, je suis contente de voir le chiffre d'écoute augmenter régulièrement. Je vois que même si j'enregistre pas de nouveaux épisodes, il y a de l'écoute qui est toujours active. Il y a toujours entre 5 et 10 écoutes par jour. Alors, au niveau de super influenceuses de coaching, c'est nul. À mon niveau, c'est génial. Je me dis qu'il y a 5 à 10 écoutes dans la journée. Et déjà, juste ça, waouh quoi. Et là, on a dépassé le cercle de gens qui me connaissent en plus. C'est plus juste mes copines qui écoutent un podcast pour me faire plaisir, quoi. Là, je vois que ça a dépassé ça. Mais ça me demande aussi beaucoup de courage pour prendre la parole sur les premiers mots du podcast. D'autant plus que même si le podcast est un peu caché sur le site internet, je sais qu'il y a des personnes qui ont réussi à le trouver. Et des personnes plus proches de mon environnement que je vois tous les jours. Et du coup, voilà, je sais jamais trop comment réagir parce que je me livre quand même
à cœur ouvert, hein, je me mets un peu à poil dans les podcasts. Bon, en vrai, je suis habillée, mais voilà, je me fous un peu à poil, façon de parler. Et voilà, et c'est au niveau de l'anxiété sociale, c'est pas évident d'arriver à gérer le regard de l'autre posé sur moi. L'autre qui ne me dit pas qu'il a écouté le podcast. Ou qui me dit qu'il en a écouté un ou deux et qui me dit pas lesquels il a écouté et que je sais pas quelle connerie j'ai raconté. Voilà. Et donc parfois c'est un peu perturbant en fait de pas savoir. Donc ça serait super, mais alors super sympa pour m'aider à dépasser l'anxiété sociale justement, de me dire quand vous avez écouté un truc, vous avez trouvé bien ou pas bien, et même si c'est pas bien, mais je veux bien le savoir quoi. C'est chouette hein, de partir en forêt et de parler toute seule avec mon téléphone. Mais j'ai envie d'avoir de la réponse derrière. J'ai envie que vous puissiez être dans l'interaction. Alors il faut que je vérifie si l'appli est bien sur mon téléphone. Mais normalement, si vous allez sur le site internet, il y a un module de chat qui s'ouvre. Et après, je suis notifiée en fait. Donc même si je ne vous réponds pas tout de suite, parce que parfois ça m'arrive d'être dans une salle de classe. Voilà. Donc je ne peux pas toujours répondre. Hein. Mais je trouverais ça super sympa en fait d'avoir des retours. Et puis si vous me côtoyez dans la vraie vie, je veux bien savoir en fait que vous avez écouté un ou deux ou trois, ou que vous les avez tous écoutés, ou je sais pas quoi. Mais je veux bien le savoir en fait. Ça m'aiderait beaucoup justement à dépasser cette anxiété sociale, parce que si vous me le dites, peut-être je vous demanderai vos retours, et puis si c'est des retours positifs, je m'engage à les entendre et à les prendre chaleureusement au fond de moi pour justement arriver à dépasser cette anxiété sociale et cette peur de la prise de parole en public qui est vraiment handicapante au possible. Et si tout va bien, je vous en parle la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Alors ici c'est boueux, hein, mais bon, je vous souhaite quand même une très belle journée à tous, à toutes, les non-binaires et les binaires et tout ce que vous voulez. Voilà, et je vous dis à très très vite. Bye bye.